Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. S'il y a bien une chose qui caractérise notre chère planète bleue au sein de ce cosmos infini, c'est la biodiversité. Personne ne pourra nier que la Terre abrite une multitude d'espèces vivantes, du bactérien au mammifère, en passant par les végétaux, qu'elles soient terrestres, aquatiques ou volantes. Il ne fait donc aucun doute que notre planète est un véritable joyau de diversité biologique dans cette immensité spatiale. Pourtant, une théorie intéressante, la panspermie, semble démontrer que la vie pourrait voyager d'une planète à une autre, et ainsi parcourir ce vide sidéral que nous considérons comme hostile et inhospitalier. D'après la théorie de la panspermie donc, la vie sur Terre aurait été, du moins en partie, apportée depuis d'autres astres, d'autres planètes. Autrement dit, la semence même de la vie terrienne serait extraterrestre. Les formes de vie simples, basiques, comme les bactéries par exemple, auraient pu ainsi être propagées dans l'espace, via des corps célestes comme des astéroïdes, étant éjectés d'une planète porteuse de vie suite à une collision, et voyageant dans le cosmos jusqu'à s'écraser sur une autre planète, où les survivants auraient colonisé ce nouvel astre. Partant de ce principe, je vais partager avec vous, ou du moins avec celles et ceux que ça pourrait intéresser, une petite hypothèse très personnelle concernant une famille particulière de notre planète, les arachnides. Mais attention, cette hypothèse n'est absolument pas officielle, elle ne repose sur aucune preuve scientifique et elle n'engage que moi. Mais vous allez pouvoir constater que, quand même, ça tient un peu la route. Cette idée étant ancrée dans ma tête depuis mon enfance, je n'ai jamais réussi à m'en détacher, et pire encore, elle s'est accentuée et construite au fil du temps et des années passant. Du coup, je vous mets ça en vidéo afin que vous puissiez vous aussi vous demander si, pourquoi pas, les arachnides ne pourraient pas être originaires d'une autre planète. Les arachnides sont une classe comprenant, entre autres, les araignées, les scorpions et les acariens. Si pour beaucoup de personnes ces animaux ne sont que des insectes de plus, ils n'en sont pas, et ils appartiennent bel et bien à une classe à part. Alors oui, je sais, à peu de choses près, les arachnides sont des insectes. Ils sont petits, avec plein de pattes, et quand on les écrase, ça fait... Sauf que, même s'ils y ressemblent beaucoup, les arachnides sont bien différents des insectes, et parmi ces différences, certaines vont venir étayer l'hypothèse de leurs origines extraterrestres, et même celle de leur planète source potentielle. Comme je vous disais, ce sentiment que les araignées et autres scorpions n'étaient pas originaires de la Terre me trottait dans la tête depuis mon enfance, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi, ni y apporter plus d'éléments. Jusqu'au jour où ces photos furent diffusées sur le net. La question n'est pas de débattre de leur authenticité, mais juste de signaler qu'elles ont servi de déclencheur à la construction de cette hypothèse. Il s'agit de photographies réalisées par la sonde soviétique Venera 13, envoyée sur notre voisine cosmique au tout début des années 80. La personne les ayant diffusées avait alors proclamé voir un scorpion à la surface de Vénus, se déplaçant sur plusieurs clichés pris à intervalles différents. Alors honnêtement, entre nous, moi j'y vois pas du tout un scorpion, qu'on soit bien d'accord. On dirait juste une sorte de moitié de parabole cassée. Et pour la deuxième, au mieux on pourrait voir une sorte de petit asticot, ou une larve quoi. Quoi qu'il en soit, la porte était ouverte dans mon esprit, et j'avais enfin la réponse. Les arachnides viennent de Vénus.
Alors je sais, vous enflammez pas, Vénus est officiellement inhabitable, avec des températures de plus de 400 degrés, une pression 90 fois plus importante que sur Terre, et une atmosphère composée principalement de dioxyde de carbone. C'est clairement pas le jardin d'Éden pour le développement de la vie. Et c'est aussi ce que je pensais, jusqu'à ce qu'on commence à découvrir sur Terre des êtres vivants complètement tarés, les extrémophiles. Vous savez, c'est ces espèces de petits organismes indestructibles qui vivent sans lumière, sans oxygène, avec des pressions et des températures de dingue, genre lui là, le tardigrade. Bon, lui c'est un ouf de chez ouf le mec. Pour moins d'1 millimètre de long, il résiste au vide, aux radiations, aux produits chimiques ou toxiques et même aux températures extrêmes. C'est un déglingo. Alors ne vous fiez pas à son allure de petit asticot extraterrestre, il est littéralement indestructible. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas le seul sur Terre. Vous avez par exemple, dans les profondeurs océaniques, près des cheminées volcaniques ou hydrothermales, à plus de 1000 mètres de profondeur, sans lumière et dans un froid glacial, des biotopes complets avec poissons, crevettes, crabes, vers marins, anémones et gastéropodes. Et même en Antarctique, le continent probablement le plus hostile de notre planète, on retrouve avec des températures et des vents extrêmes des lichens, des algues aquatiques et même des mousses de rochers. Donc si certaines formes de vie simples parviennent à se développer sur Terre, chez nous, dans ces conditions de pression, de température et d'environnement totalement inappropriés à la vie, pourquoi pas ailleurs ? D'autant que dans le genre « je résiste à tout », les arachnides sont pas mal non plus. Prenez le scorpion par exemple, il peut se passer de nourriture pendant plusieurs années, il n'a pas besoin de boire d'eau puisqu'il s'hydrate uniquement via ses proies, il résiste aux radiations sans altération de son génome, puisqu'on a retrouvé des scorpions intacts et reproductibles dans le Sahel après des essais de bombes atomiques. Et pour finir, il résiste aux températures extrêmes, gel et chaleur. Une sorte de super tardigrade, quoi. Alors, avec ces capacités de dingue, pourquoi ne pas envisager que nos arachnides terrestres soient le développement d'une forme plus basique venue d'ailleurs, de Vénus ? La température, la pression, tout comme l'atmosphère de cette planète, semblent ne pas être une limite aux compétences de nos extrémophiles, et on peut parfaitement imaginer des formes de ce type, unicellulaires et très simples, encore plus résistantes, s'étant développées sur notre voisine. Dans cette hypothèse, une collision avec un corps céleste projetterait hors de l'atmosphère de Vénus une partie de ces formes de vie, qui finirait quelque temps plus tard par atterrir ou amérir sur Terre. Les conditions y étant plus propices, les survivants s'y seraient développés et adaptés, donnant naissance à une classe à part dans la biodiversité de cette planète, les arachnides. Parmi les différences avec les insectes, les araignées, scorpions et autres acariens présentent notamment un nombre plus important de pattes. Si les insectes en possèdent 3 paires, donc 6 pattes, les arachnides pour leur part en possèdent 4 paires, donc 8 pattes. Cette particularité pourrait être un vestige génétique de leurs origines vénusiennes. Puisque la pression atmosphérique est beaucoup plus élevée sur Vénus, il paraît logique qu'une forme de vie s'y étant développée doive y faire face, et augmenter son nombre de membres porteurs permet de pallier à cette pression plus forte. Pour faire simple, on se déplace plus facilement sous une pression élevée avec 8 pattes qu'avec 2, 4 ou 6. Une seconde différence avec les insectes peut être attribuée à cette adaptation à la pression atmosphérique de Vénus, le nombre de parties du corps. Les insectes possèdent en effet 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen, tandis que les arachnides n'en ont que 2 puisque leur tête et leur thorax n'en forment qu'une seule, le céphalothorax. En limitant le nombre de segments du corps, on augmente la résistance de ce dernier aux fortes pressions et on limite les risques de séparation ou de fracture de ces différentes parties. Cette particularité des arachnides, comparée aux insectes, pourrait donc être un indice de plus de leurs origines extraterrestres, pour ne pas dire vénusiennes. Un dernier point peut encore être cité, et il s'agit des yeux des arachnides. Les scorpions et autres araignées ont 4 paires d'yeux, donc 8 yeux, et pourtant ils sont quasiment aveugles et ne voient rien.
Alors vous allez me dire, c'est quand même dommage d'avoir autant d'yeux et que ça serve à rien. Et c'est juste, on peut se demander pourquoi la nature, l'évolution, aurait donné comme caractéristique à cette classe 4 fois plus d'yeux qu'aux autres, si c'est pour ne pas pouvoir s'en servir. Eh bah, la réponse vient peut-être de leurs origines vénusiennes justement. Puisque Vénus est plus proche du Soleil que la Terre, le rayonnement solaire et la luminosité y sont donc beaucoup plus importants. Et on peut supposer que dans ce type de conditions, 4 paires d'yeux permettraient une meilleure vision. Tandis que sur Terre, avec une luminosité et un rayonnement solaire moindre, ces vestiges génétiques vénusiens deviendraient un handicap oculaire, plongeant nos arachnides dans un monde flou et opaque. Les particularités morphologiques de cette classe du vivant pourraient donc parfaitement s'expliquer par une origine vénusienne, et ce ne seraient que les vestiges génétiques de leurs ancêtres ayant traversé le vide cosmique pour venir s'écraser sur Terre. Si on ajoute à cela les capacités extrémophiles des arachnides, à l'image des scorpions, ainsi que la proximité de Vénus et de la Terre, facilitant la survie dans l'espace, nous avons peut-être les bases solides d'une hypothèse pouvant démontrer que, d'un, la panspermie existe, et que, de deux, nos arachnides terrestres sont en réalité les descendants de formes de vie de Vénus. Les plus anciennes traces de cette classe remontent à environ 200 ou 300 millions d'années, ce qui leur aurait largement laissé le temps de s'adapter aux conditions de notre planète et de coloniser presque tous les écosystèmes. Donc, si je résume un peu cette hypothèse, la vie se serait développée sur Vénus, en parallèle de celle de la Terre. Suite à une collision violente avec un corps céleste, une partie des organismes basiques et extrémophiles de Vénus se retrouve projetée dans l'espace. Du fait de leur capacité indestructible, ces organismes parviennent à survivre dans le vide spatial et finissent par s'écraser sur leur voisine cosmique, la Terre. Les quelques survivants à ce cataclysme se retrouvent donc dans un nouvel environnement, plus propice à leur développement avec des conditions de vie nettement plus agréables. Ils se développent donc sur cette nouvelle planète en s'adaptant aux différents écosystèmes, tout en conservant leurs particularités génétiques vénusiennes, donnant ainsi naissance, il y a plusieurs centaines de millions d'années, à la grande classe des arachnides. Alors, si jamais cette hypothèse farfelue est juste, je tiens quand même à vous signaler que ça veut dire que nous avons tous chez nous, derrière nos canapés, sous nos meubles ou dans nos garages, des descendants d'extraterrestres. Après, moi je dis ça, je dis rien. Au risque de me répéter encore une fois, cette hypothèse ne repose sur rien d'officiel ou de scientifique, mais uniquement sur un ressenti personnel et des observations simples, non approfondies. Il ne faut donc pas la prendre comme une révolution intellectuelle ou une vision divine prouvant quoi que ce soit. Comme vous l'aurez sûrement constaté par vous-même, ce côté étrange des arachnides, cette sensation que dans le fond, ils ne sont pas totalement de chez nous, pas vraiment originaires de la Terre, peut trouver des explications et même une source plausible au sein d'une histoire qui, si jamais un jour elle était avérée, ne ferait qu'accroître la beauté de la vie avec un grand V. Telles des graines oubliées qui germent après une averse d'été, cette vie qui apparaît, se développe, s'adapte aux conditions les plus extrêmes et se propage partout pour repousser toujours plus loin les frontières du vivant, abrite encore aujourd'hui le mystère de ses origines.